la page, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Morel, déjà auteur de plusieurs ouvrages, pour son dernier livre, La vraie pensée d'Augustin Cochin, qui vient d'être publié aux éditions Via Romana, avec une préface du professeur Jean Tullard de l'Institut. Avant d'évoquer sa pensée, Yves Morel, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est exactement Augustin Cochin ? Augustin Cochin, donc né en 1876, est un historien de formation, c'est-à-dire qu'il est passé par l'école des Chartes, il a été élève de l'école des Chartes, qui était la grande pépinière des historiens professionnels à la fin du XIXe siècle, concurremment avec l'université qui venait à peine de se rénover. Et c'est vraiment un historien de métier, ce n'est pas un historien amateur, ce n'est pas un amateur éclairé, non, c'est un véritable historien professionnel qui maîtrisait parfaitement la recherche et l'étude des documents. Il a vécu essentiellement de ses rentes, il appartenait à une famille très aisée, mais il a quand même voulu faire œuvre d'historien et il s'est intéressé au phénomène révolutionnaire, au phénomène de la Révolution française. De conviction, il était catholique, monarchiste, anti-républicain donc, très hostile à la Révolution française, mais cette Révolution française, il a voulu la comprendre. Et pour la comprendre, il a choisi de l'étudier dans le détail et d'en étudier la genèse et le fonctionnement. Alors, ce qui lui est apparu, c'est que le secret du fonctionnement, le secret de la genèse et du fonctionnement de la Révolution française siégeait dans les sociétés de pensée, dans les salons, les sociétés de pensée, les loges maçonniques du XVIIIe siècle, qui ont donné par la suite lieu au club révolutionnaire, puis ultérieurement, et beaucoup plus tard, au parti politique. Et il a compris que cette révolution française, donc, était l'œuvre de ces organisations, et que ces organisations relevaient d'un mode de pensée et de fonctionnement très particulier qui s'est efforcé de mettre à jour. De son vivant, il a peu publié, il a peu écrit, il a publié quelques articles, notamment dans l'Action française, au début du XXe siècle, mais il a très peu publié. Il a publié un livre qui s'appelle La crise de l'historiographie révolutionnaire, Monsieur Taine et Monsieur Aulard, dans lequel il prenait position en faveur de Taine concernant l'histoire de la Révolution, en démontrant que Taine avait très bien analysé la psychologie des révolutionnaires. Mais en même temps, il soulignait disons, les insuffisances de l'explication tainienne de la Révolution, et il expliquait que la psychologie des révolutionnaires ne suffisait pas, et que la Révolution française était un phénomène essentiellement social, non pas psychologique, qui ne ressortait pas de la psychologie individuelle, mais qui ressortissait de la psychologie et de la sociologie des clubs, des sociétés de pensée. Et donc, il s'est efforcé de mettre à jour le fonctionnement de ces organisations. Il a commencé donc une œuvre d'historien très volontairement. Il a beaucoup étudié les archives, il a beaucoup exploré tous les documents qui étaient possibles, mais il n'a pas eu le temps de faire une œuvre d'historien parce que la guerre de 1914 est arrivée. Il a été mobilisé, il s'est d'ailleurs porté volontaire. Il a servi comme officier durant la Grande Guerre, très bravement. Il a été plusieurs fois blessé. À chaque fois, il est reparti au front alors qu'il aurait pu rester à l'arrière. Et finalement, il a été tué dans l'est de la France en 1916. À 40 ans, même pas 40 ans seulement. Finalement, c'est donc l'apport historiographique de Cochin a été connu de manière post-mortem, principalement par la publication d'œuvres. De son vivant, Cochin a été totalement méconnu, absolument méconnu en tant qu'historien, et c'est seulement après sa mort que des fragments
de son œuvre, de ce qui devait être son œuvre, ont été publiés dans les années 1920 et 1930. Mais ça n'a pas suffi. Il a été... Quelques titres peut-être pour les titres de ses œuvres qui donneront peut-être idée à nos... Oui, la Révolution française et la libre pensée, par exemple, c'est le plus connu, effectivement. Mais ça n'a pas suffi, hein, ça n'a pas suffi de toute façon. C'est passé complètement inaperçu à l'époque, sauf d'une poignée d'amateurs qui se recrutaient essentiellement dans la mouvance contre-révolutionnaire. Et Cochin est tombé dans un oubli total, jusqu'à sa redécouverte à la fin des années 70, en 1978 très exactement, par François Furet, qui lui a consacré tout un chapitre dans son livre « Penser la Révolution française ». François Furet s'est efforcé de montrer l'importance de Cochin pour l'étude des sociétés de pensée et l'importance de l'analyse des sociétés de pensée pour la pleine compréhension du phénomène révolutionnaire. Et donc, Furet a fait redécouvrir Cochin. Il l'a réinséré dans le... il l'a inséré plutôt... oui, puisqu'il avait été... oui, il lui a donné une place éminente dans le concert des historiens de la Révolution française, dans le grand débat sur la Révolution française. Et par la suite, un autre historien, allemand celui-ci, mais qui écrit en français et qui a exercé en France, qui s'appelle Paul Schrader, a lui aussi analysé en détail la pensée d'Augustin Cochin. Alors vous consacrez plusieurs pages justement à l'étude de Schrader, mais peut-être avant de revenir à cette redécouverte de Cochin par Furet et puis par d'autres, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'apport essentiel au point de vue historiographique de Cochin? En quoi est-ce qu'il marque vraiment une étape importante dans la compréhension de ce qu'est la Révolution française et plus longuement d'ailleurs de la société démocratique? Traditionnellement, les historiens contre-révolutionnaires expliquaient la Révolution française par le fait d'un complot. Bon, c'était un complot des ennemis de la monarchie, un complot des loges maçonniques, un complot des sociétés de pensée. Et ces complots étaient l'œuvre de divers groupes qui regroupaient des gens qui agissaient de concert, très consciemment, qui fomentaient un plan concerté pour la transformation de la société et le renversement ou la subversion plutôt des institutions existantes. Autrement dit, c'était un plan concerté tout à fait conscient, tout à fait délibéré. Et l'originalité de Cochin, c'est que lui démontre que certes, il y a de cela, il y a en partie de cela, mais cette explication ne suffit pas, et qu'en fait, les sociétés de pensée ont été mues par une logique qui les a complètement dépassées, qui les a dépassées elles-mêmes. Elles ont mis en œuvre tout un mode de pensée et d'organisation qui les a gouvernées elles-mêmes et qui a fait qu'elles se sont mues par leur propre poids, suivant leur propre logique, et qu'elles ont suivi un chemin déterminé qui a complètement dépassé ces acteurs. Tous les acteurs de cette subversion des institutions et des modes de pensée ont été complètement dépassés à un moment ou à un autre, et ils ont été successivement éliminés. La logique révolutionnaire poursuivant son propre chemin, indépendamment d'eux. Voilà. C'est une espèce d'emballement de ce qu'il appelle la machine. C'est pas vraiment un emballement, c'est plutôt une logique implacable qui poursuit son chemin. C'est un mécanisme en fait qui se... Oui, tout à fait. C'est un mécanisme qui se joue totalement des individus et de ceux qui prétendent l'incarner. Alors justement,
dans l'historiographie contre-révolutionnaire que vous avez évoquée, on a souvent opposé l'abbé Baruel et Augustin Cochin. Or, dans votre livre, vous établissez plutôt une filiation entre les, Oui, tout à fait. entre les deux. Tout à fait. En fait, il n'y a pas d'opposition entre l'abbé Baruel et Augustin Cochin. Bien que on puisse légitimement faire l'erreur, on puisse légitimement penser le contraire, dans la mesure où Augustin Cochin a lui-même critiqué la théorie du complot de l'abbé Baruel. Il s'en est presque moqué par moments. Mais en fait, il y a plutôt une filiation, parce qu'au fond, Augustin Cochin, fondamentalement, pense la même chose que l'abbé Baruel. Bon, il pense qu'il y a eu une subversion des institutions et de l'éthique de la société à cette époque. Mais la différence, c'est que c'est une différence de génération, une différence d'époque. L'abbé Baruel est né en 1741, il est mort en 1820. Donc il est acteur de cette période. Oui, donc il a connu l'Ancien Régime, il a connu les prodromes de la Révolution, il a vu la Révolution, il a failli en être la victime, il a subi l'exil, et il est mort en 1820, pas si longtemps que ça, après la Révolution. Et son œuvre magistrale, consacrée à ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, ont été publiées de 1797 à 1799, c'est-à-dire alors que la Révolution n'était même pas tout à fait terminée finalement, même si la période la plus effervescente était révolue. Mais tous les effets de la Révolution ne s'étaient pas fait sentir à ce moment-là. Mais ce qui manque à l'abbé Baruel, c'est d'abord cette distance vis-à-vis d'un événement qui n'avait pas encore produit tous ses effets. Et un événement dont, de surcroît, il avait failli être la victime. Donc, il était partie prenante à l'époque, l'abbé Baruel. Et puis, ce qui lui manque aussi, c'est la culture de son temps, si on peut dire. L'abbé Baruel, c'est un esprit rationaliste, c'est un fils du classicisme. Il est imprégné de l'esprit classique de type cartésien, et à ses yeux, l'histoire est faite par des sujets conscients, des sujets qui agissent consciemment, suivant leurs raisons, et se déterminent en toute connaissance de cause. Il lui manque tout ce que le XIXe siècle a découvert, c'est-à-dire, d'une part, la notion d'inconscient, qui a été mise à jour à la fin du XIXe siècle, avec des gens comme Edward von Hartmann, par exemple, et d'autre part, la notion de social, ce que Durkheim appelle la conscience sociale, c'est-à-dire que ce qui lui a manqué, c'est de pouvoir considérer le social comme une réalité en soi, indépendante des individus. Finalement, c'est ce qu'apporte Augustin Cochin. Il s'inspire des travaux de Durkheim. Oui, il s'inspire des travaux de Durkheim, il s'inspire très explicitement de la sociologie durkheimienne, parce que, comme Durkheim, il pense que le social est une réalité en soi, indépendante des individus, et que la psychologie individuelle ne suffit pas pour rendre compte d'un phénomène historique. Le social évolue suivant ses propres lois, se meut, évolue suivant ses propres lois, et ces lois, il faut les mettre à jour. Et par conséquent, il faut étudier les hommes de la Révolution, non pas dans le cadre de type psychologique, ce qu'avait fait Taine. Il avait étudié le type du jacobin, le type du révolutionnaire, etc. Non, il ne faut pas les étudier comme ça. Il faut étudier la Révolution
sous l'angle des clubs, des partis, des sociétés de pensée, le club des Jacobins, le club des Feuillants, etc., et montrer la dynamique propre de ces clubs. Alors ce qu'il démontre, c'est que les sociétés de pensée d'abord, les clubs ensuite, élaborent en petit comité, si on peut dire, leur propre mode de pensée, leur propre pensée. Ils construisent un langage, ils construisent, disons, des mots d'ordre, ils lancent des slogans, des mots d'ordre, ils prônent des principes, et à partir de là, eh bien, ils mettent en place toute une logique qui les dépassera finalement eux-mêmes. Et qu'on retrouve dans le processus d'existence des partis politiques, oui, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Oui, tous nos partis politiques, tous les partis politiques de la démocratie moderne. En ce sens, on est bien dans un processus révolutionnaire qui est encore à l'œuvre. Alors, donc, Cochin se réclame très explicitement de la sociologie durkheimienne, mais ce qu'il faut voir, c'est que s'il utilise tant la sociologie de Durkheim, c'est parce qu'elle met l'accent sur l'autonomie du social, qui lui paraît judicieux, mais aussi parce que ce type de sociologie, avec sa visée rationaliste, laïque, démocratique, lui paraît particulièrement adéquate à l'étude d'un mouvement révolutionnaire. Beaucoup plus que les autres types de sociologie. Il y a une conformité entre la méthode et l'objet qui est étudié. En fait. Tout à fait. Il pense qu'il faut étudier les sociétés de pensée et les clubs révolutionnaires sous l'angle de la pensée de ses partisans. Il faut utiliser des principes sociologiques qui sont ceux de ses partisans, et ainsi on la mettra pleinement en lumière. Alors que lui, à titre personnel, a plutôt un idéal qui s'insère dans le catholicisme et notamment dans l'atomisme. Tout à fait, parce qu'il suffit de lire La Révolution et la libre pensée, par exemple, qui est un recueil de textes d'Augustin Cochin datant de 1925, pour se rendre compte qu'il n'est pas du tout durkheimien, il n'est pas du tout rationaliste, c'est un catholique qui se réclame d'une vision thomiste de l'univers, d'une vision thomiste de l'homme, et qui accorde à la raison une certaine place, mais une place qui est quand même bornée par la transcendance divine. Et ça il ne faut pas l'oublier, et Cochin pourtant le dit à plusieurs reprises, mais on a complètement mis cela entre parenthèses, on a complètement occulté cela par la suite. Alors de fait, ceux qui vont redécouvrir Cochin à partir de François Furet et de tous ceux dont on a parlé tout à l'heure, vous semble avoir enfermé Cochin dans une espèce de consensus et l'avoir trahi finalement. Oui, ils ont retenu de Cochin ce qui les intéressait, c'est-à-dire disons, la sociologie de la Révolution française, la sociologie des sociétés de pensée, et l'étude sociologique, la sociologie de notre démocratie moderne, finalement. Et ce faisant, ils ont complètement occulté la dimension catholique et contre-révolutionnaire d'Augustin Cochin, ils l'ont complètement laissé de côté, et par là même, ils ont fait d'Augustin Cochin, ils ont intégré Augustin Cochin à une vision consensuelle de la Révolution française. Ils ont fait d'Augustin Cochin l'instrument d'une vision de la Révolution française tout à fait adéquate à la France d'aujourd'hui, qui est une France en laquelle la Révolution française n'est plus un débat. On ne se bat plus entre partisans et adversaires de la Révolution française, on ne se bat plus entre dantonistes et robespierristes, on ne se bat plus entre modérés et marxistes, etc.
Et on a fait d'Augustin Cochin la pierre angulaire, en quelque sorte, la clé de voûte de cette vision tout à fait orthodoxe et aseptisée de la Révolution française. Alors c'est pourquoi vous avez écrit ce livre donc, qui invite Oui, à se replonger dans la véritable pensée, comme oui, selon le titre de votre ouvrage. Mon livre vise à démontrer que même si cette vision, même si cette interprétation de Cochin n'est pas entièrement fausse, elle est quand même très spécieuse, elle est très fallacieuse, dans la mesure où elle occulte la dimension essentielle de l'inspiration d'Augustin Cochin, qui est une inspiration résolument catholique, monarchiste et contre-révolutionnaire. Augustin Cochin est un penseur avant tout contre-révolutionnaire. Et c'est le trahir effectivement que de l'intégrer à une sorte de consensus républicain, même à son corps défendant, si on peut dire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette consensualisation d'Augustin Cochin imprègne aujourd'hui même les mouvements contre-révolutionnaires, parce que on voit des tenants de la monarchie aujourd'hui, des gens de l'Action française par exemple, ou des gens qui ne sont pas de l'Action française mais qui sont catholiques traditionnalistes, anti-révolutionnaires et de sensibilité monarchique, se réclamer de la vision furétienne ou schraderienne d'Augustin Cochin, sans se rendre compte qu'en fait il s'agit d'une récupération. D'une récupération et d'une gauchisation, si je puis dire, tout à fait. De la pensée totale de Cochin. Tout à fait. Alors, par exemple, dans l'Action française, il n'y a pas si longtemps, on a vu des journalistes, des auteurs, louer François Furet d'avoir redécouvert Cochin, sans paraître se rendre compte que, en fait, Furet et les historiens qui sont venus à sa suite ont en fait récupéré Augustin Cochin et l'ont intégré à un consensus républicain. Et inversement, on a le défaut inverse. On a des gens qui se trompent sur Augustin Cochin d'une autre façon, c'est que eux sont justement sensibles à cette interprétation consensuelle d'Augustin Cochin, mais ils en rendent Cochin lui-même responsable, et ils estiment que, en fait, Augustin Cochin n'est pas un historien contre-révolutionnaire, que c'est un catholique libéral qui acceptait globalement le legs de la Révolution, parce qu'ils sont complètement imprégnés de la thèse furétienne ou schraderienne de l'œuvre d'Augustin Cochin, et ils estiment que, par conséquent, Augustin Cochin est à lire avec prudence et qu'il n'appartient pas à l'historiographie contre-révolutionnaire. Ce qui est faux parce que Augustin Cochin est réellement un historien monarchiste, catholique et contre-révolutionnaire. Comme donc on pourra le redécouvrir ou le découvrir tout simplement dans votre livre, dont je rappelle le titre, donc La vraie pensée d'Augustin Cochin, un livre préfacé par Jean Tullard de l'Institut et qui a été publié aux éditions Via Romana.